Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être un plongeur sous-marin dans un monde de snorkelers. Vous avez été conçu pour la pression, pour les profondeurs silencieuses et écrasantes où réside la vérité, tandis que d'autres se contentent de fendre les surfaces ensoleillées et peu profondes. Toute votre vie, on vous a peut-être dit que vous étiez trop intense, trop sensible, trop questionneur, trop profond. La société a une étiquette pour les personnes comme vous, une façon de rejeter votre nature comme un défaut. Mais que se passerait-il si cette évaluation était fondamentalement fausse? Et si ce que vous possédez n'était pas une tare, mais une forme de conscience différenciée, un système d'exploitation psychologique qui est simplement plus avancé? Il ne s'agit pas de se sentir spécial, il s'agit de reconnaître un étalonnage différent de la réalité. Ce voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre est un recadrage de votre essence même. Nous allons explorer 8 signes définitifs qui indiquent que vous appartenez à ce petit pourcentage de l'humanité, un groupe psychologiquement organisé pour la profondeur. Nous allons cartographier les étapes de la croissance, affronter les schémas d'ombre, qui peuvent détourner ces dons, et apprendre à naviguer dans les relations à partir d'un lieu de clarté et de force. En fin de compte, il s'agit d'apprendre la profonde responsabilité d'intendance. Comment porter votre profondeur sans vous excuser et l'utiliser pour illuminer le monde. Avant d'explorer ces signes, nous devons établir une distinction cruciale qui est au cœur de cette compréhension. Alors que la recherche sur les personnes très sensibles suggère qu'environ 20% de la population traite l'information sensorielle plus profondément, nous parlons de quelque chose de plus rare et de plus fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'une sensibilité accrue à la lumière ou au son. Nous explorons ce que le psychologue Carl Jung a identifié comme une structure psychologique différenciée, une mise à jour complète du système affectant non seulement vos sens, mais la manière même dont vous traitez l'émotion, la cognition, l'intuition et le sens. C'est la différence entre avoir un microphone de haute qualité et avoir un studio d'enregistrement entier intégré à votre être. Deux collègues pourraient tous deux se décrire comme sensibles, mais un seul trouve impossible de continuer dans un travail qui viole ses valeurs fondamentales, réorganisant toute sa vie, travail, relations et but, autour d'une exigence inflexible de vérité, plutôt que de se contenter du confort ou de l'approbation. C'est la différence que nous explorons. Le mauvais cadrage culturel de vos traits comme étant trop compliqués ou trop émotifs est souvent un mécanisme de défense d'un monde qui préfère la simplicité à la substance. Si vos expériences intérieures vous ont toujours semblé anormales ou décalées par rapport à celles de votre entourage, préparez-vous à les voir légitimées. Les signes suivants vous offriront un langage et un modèle pour appréhender votre propre complexité, non pas comme un fardeau, mais comme le plan directeur de qui vous êtes vraiment. Pour vous, les sentiments ne sont pas des événements simples et singuliers. Ils sont une bande sonore multipiste, une symphonie d'informations en couches que Jung appelait des complexes à tonalité affective. Vous n'êtes pas simplement triste, vous expérimentez un accord complexe de mélancolie, de chagrin ancestral et d'une prémonition de perte future, tout à la fois. Cette profondeur émotionnelle n'est pas une tendance au drame, c'est une forme de traitement de données à haute résolution. Vous entrez dans une pièce et téléchargez instantanément la tension tacite entre deux personnes. Vous écoutez l'histoire d'un ami et ressentez les émotions qu'il est incapable de nommer. C'est pourquoi on vous accuse souvent de surréagir. En réalité, vous réagissez avec précision à un ensemble de données beaucoup plus vaste que celui que les autres perçoivent. Cette capacité, lorsqu'elle est inconsciente, peut mener à la submersion, car vous absorbez et portez le poids émotionnel de votre environnement. Mais lorsqu'elle est rendue consciente, elle devient un outil inégalé pour la connaissance de soi et la vérité interpersonnelle. Le défi est d'apprendre à traiter ces sentiments profonds, non pas comme des vagues dans lesquelles se noyer, mais comme des signaux à interpréter. Vous pourriez, par exemple, remarquer un sentiment persistant de malaise autour d'un nouveau projet au travail. Au lieu de le rejeter comme de l'anxiété, vous pourriez utiliser un journal pour demander au sentiment ce qu'il sait, traduisant l'affect brut en aperçu exploitable, révélant peut-être un défaut caché dans le plan que personne d'autre n'a vu.
Votre sophistication émotionnelle est un instrument de diagnostic, vous permettant de percevoir les courants sous-jacents, subtils et puissants de la réalité. Là où d'autres acceptent les réponses au pied de la lettre, vous êtes obligé de demander « Pourquoi ?» Vous ne faites pas cela pour être difficile ou contradictoire. Vous le faites comme un acte de dévotion à la réalité. Votre psyché ne peut pas se reposer sur des hypothèses non examinées, des croyances héritées ou des systèmes qui minimisent l'épanouissement humain. Cette impulsion est liée à ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité psychologique innée à maintenir la tension entre ce qui est et ce qui pourrait être, jusqu'à ce qu'une troisième voie, plus complète, plus véridique, émerge. C'est pourquoi vous vous retrouvez souvent à remettre en question les politiques d'entreprise, les traditions familiales ou les normes sociétales qui semblent creuses ou injustes. Le coût social de ce trait peut être élevé. Vos questions inquisitrices menacent le confort de ceux qui s'appuient sur une vie non examinée. Leurs défenses peuvent se lever, et on vous dira « Tu penses trop ?» ou « Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux ?» Ce qu'ils disent vraiment, c'est « Tes questions me mettent mal à l'aise ». Il est vital de recadrer cet attribut non pas comme un handicap social, mais comme un moteur sacré d'authenticité. Lorsqu'un plan stratégique est présenté, vous êtes celui qui demande « Quel est le coût humain de cette décision ?» Vous devez apprendre à maintenir une botte limite ferme autour de cette impulsion, peut-être même en adoptant un mantra interne. « Ma curiosité est sacrée ». Ce n'est pas une attaque, c'est la méthode de votre âme pour prototyper un monde plus vrai et plus intégré. Cette indépendance est souvent forgée dans les feux de l'adversité, où vous apprenez que le fait d'externaliser votre sentiment de valeur à l'approbation des autres, à la sécurité d'un rôle ou à la proximité d'une personne est une recette pour la fragmentation psychique. Pour vous, la solitude n'est pas une punition mais un sanctuaire. C'est l'espace sacré où le bruit du monde s'estompe, permettant à votre moi authentique de se consolider, loin des exigences du persona que vous pourriez porter pour les autres. Beaucoup de gens ne terminent jamais complètement ce voyage, car il nécessite une confrontation courageuse avec sa propre ombre. Pour vous, cependant, cette confrontation n'est pas une option, c'est une nécessité psychologique. Le résultat est un noyau identitaire interne stable, qui est portable et non négociable. Il est moins réactif à la menace d'abandon ou à la perte de statut. Cela ne signifie pas que vous ne désirez pas la connexion. Cela signifie que vous pouvez entrer dans des relations à partir d'un lieu de choix et non de besoin. Le risque, bien sûr, est de glisser vers une hyper-autosuffisance, où vous cessez de laisser entrer les autres. Le véritable objectif est de cultiver une possession de soi, si durable qu'elle permette une intimité profonde, car vous savez que quoi qu'il arrive, vous ne vous perdrez pas. Jung a validé l'intuition comme une fonction psychologique légitime, une façon de percevoir la réalité via l'inconscient. Pour vous, ce n'est pas une vague intuition, c'est un mode de perception primaire. Vous lisez les micro-expressions qui traversent le visage d'une personne. Vous sentez le changement énergétique dans une pièce lorsqu'une nouvelle personne entre, et vous entendez le sens dans les mots qui ne sont pas prononcés. C'est la source de votre détection rapide de modèles. Vous pouvez souvent voir la trajectoire d'une situation bien avant tout le monde, sentir où un projet échouera, où une relation se fracturera. Ce don peut également se manifester par ce que Jung appelait le imagination active, où les solutions à des problèmes complexes font surface non pas par la logique linéaire, mais par des images, des symboles et des rêveries. Le danger de cette perception accrue est la surextension empathique. Sans sa limite solide, vous pouvez devenir le thérapeute non désigné du groupe, absorbant les anxiétés non dites et les problèmes non résolus de tout le monde autour de vous. C'est un chemin direct vers l'épuisement professionnel. La position adaptative n'est pas de fermer cette perception, mais de la gouverner avec discernement. Vous devez apprendre à choisir où vous placez votre puissante attention. Vous avez besoin d'une hygiène énergétique, de rituels pour vous nettoyer des énergies qui ne sont pas les vôtres, et d'accords clairs sur ce pourquoi vous êtes et n'êtes pas disponible. Votre intuition est à la fois un radar et un traducteur, mais elle nécessite un commandant avisé pour rester un don durable. Pour la plupart des gens,
Un emploi stable, une belle maison et un statut social sont des ingrédients suffisants pour une bonne vie. Pour vous, ces choses sont des jetons creux si elles ne sont pas imprégnées d'un sens profond de but et de alignement. Le sens n'est pas une préférence pour vous, c'est une exigence de fonctionnement. Lorsque vous êtes forcé de vivre à contre-courant, en recherchant la validation externe, en vous engageant dans un travail superficiel ou en maintenant des relations qui semblent inauthentiques, votre psyché se rebellera. Cette rébellion se manifeste souvent par ce que la société appelle des symptômes névrotiques, anxiété, dépression, fatigue chronique ou un sentiment de malaise omniprésent. Votre âme est essentiellement en grève. Elle exige une cohérence entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simuler l'enthousiasme pour une promotion qui vous éloigne de votre véritable vocation, ou maintenir des amitiés basées sur la commodité plutôt que sur une connexion authentique. Ce trait est souvent mal étiqueté comme étant un idéaliste peu pratique. Mais la vérité plus profonde est que pour vous, la praticité divorcée du sens est le chemin le plus impraticable de tous, car elle corrode votre santé et votre vitalité. La loi psychologique est simple, le désalignement engendre la détresse. L'alignement libère de vastes réserves d'énergie pour la création et la contribution. Une vie de sens n'est pas un luxe, elle est le fondement même de votre bien-être. À mesure que votre conscience s'élargit et que l'ancien conditionnement s'efface, la personne que vous étiez auparavant ne vous convient plus. Par conséquent, les relations, les emplois et les communautés qui convenaient à cette ancienne version de vous deviennent également contraignants. C'est une partie douloureuse, mais nécessaire de votre évolution. Les personnes qui connaissaient le vous passé peuvent consciemment ou inconsciemment vous faire pression pour que vous reveniez à votre forme plus petite et plus prévisible. Elles peuvent se sentir menacées ou abandonnées par votre croissance. Jung a encadré ce cycle récurrent comme un processus de mort et de renaissance. C'est une évolution irréversible. Une fois que vous avez vu à travers les limites d'un persona ou d'un système de croyances particulier, vous ne pouvez pas le désapprendre. Ce signe vous oblige à légitimer le chagrin qui accompagne le fait de dépasser des personnes et des lieux que vous aimiez autrefois, tout en maintenant une position non négociable envers votre propre expansion continue. Vous devez trouver le courage de laisser aller les liens qui vous obligent à vous rétrécir, en faisant confiance au fait que ce départ crée l'espace nécessaire pour de nouvelles connexions qui sont alignées avec qui vous êtes en train de devenir. Un mantra d'ancrage. Pour ces saisons turbulentes, peut-être, mon évolution n'est pas négociable. One, il sert à la fois de boussole pour votre propre voyage et de limite claire pour les autres. Sans effort, vous constatez souvent que les gens s'ouvrent à vous, partageant leurs peurs et leurs rêves les plus profonds. Ce n'est pas parce que vous donnez d'excellents conseils, mais parce que votre capacité de écoute profonde, de non-jugement et de empathie de précision crée ce que l'on appelle un espace de maintien. Holding space. En votre présence, les gens se sentent suffisamment en sécurité pour se rencontrer eux-mêmes. La vérité qui a été enfouie en eux peut enfin émerger. C'est un don profond, une forme de modalité de guérison. Cependant, son côté obscur est ce que l'on appelle souvent le syndrome du sauveteur. Parce que vous pouvez si facilement voir ce dont les autres ont besoin, vous pouvez tomber dans un schéma de surdon chronique et de négligence de soi, croyant que c'est votre travail de résoudre les problèmes de tout le monde. Cela mène à l'épuisement et au ressentiment. L'antidote est le discernement et un engagement envers la réciprocité. Vous devez apprendre à offrir votre présence là où il y a une capacité correspondante de responsabilité et de mutualité chez l'autre personne. Votre rôle n'est pas d'être la solution, mais d'être le champagne dans lequel les autres peuvent faire leur propre travail. Cela signifie apprendre à poser des questions qui renvoient la responsabilité, comme « À quoi ressemblerait le fait de faire un petit pas vers cela pour toi ?» L'intendance de ce don signifie fixer des limites fermes, demander du soutien pour vous-même et refuser gracieusement les rôles qui substituent votre labeur à la croissance d'une autre personne. Il y a une contribution spécifique que vous seul pouvez apporter. Ce coup de pouce intérieur
est la preuve de votre potentiel créatif unique, qui presse de s'exprimer. Une autre manifestation de la fonction transcendante de Jung, supprimer cette impulsion, c'est courtiser l'anxiété, la dépression et un sentiment profond d'absence de sens. Le suivre, même par de petites étapes incertaines, c'est orienter toute votre vie vers l'alignement, le service et la création. L'accent est mis ici sur la trajectoire, plutôt que sur le titre. L'appel est moins un travail spécifique qu'un fil conducteur. Un thème qui se tissera à travers tout ce que vous faites. Le conseil pratique est de faire confiance à ce signal, même lorsqu'il n'a aucun sens logique. Vous n'avez pas besoin d'un grand plan. Vous devez faire de petits paris dans la direction de l'appel. Cela pourrait ressembler à suivre un atelier de fin de semaine, à démarrer un petit projet créatif ou à rechercher des mentors dans un domaine qui vous intrigue. La clarté émerge par l'action. Ce but est souvent de nature transpersonnelle. Il n'est pas destiné à la glorification personnelle, mais à servir l'évolution de la conscience d'une manière ou d'une autre, faisant de votre vie un instrument pour quelque chose de plus grand que vous-même. La suivante est de comprendre le arc de développement que ces individus rares parcourent généralement. Le voyage peut être vu en 3 grandes étapes. La première est le étranger inconscient. À ce stade, vous vous sentez fondamentalement différent, mais vous manquez du langage ou du cadre pour comprendre pourquoi. Vous essayez désespérément de vous intégrer, surinvestissant dans la gestion de votre persona pour paraître normal. Cette période est marquée par une tension constante et de faible intensité, due à l'épuisement de l'abandon de soi. La deuxième étape est le individu en éveil. Ici, un livre, une crise ou un mentor fournit une carte. Vous commencez à réévaluer vos traits comme des dons et non des défauts. Vous commencez à apprendre le langage de la psychologie des profondeurs. Commencez le travail difficile mais gratifiant de intégration de l'ombre. Fixez des limites plus fermes et recherchez activement des pairs authentiques qui vous voient et vous célèbrent pour qui vous êtes. L'étape finale est celle de la conscience individuée. À ce niveau, vous avez cultivé une identité cohérente et mené une vie alignée avec votre but. La plénitude permet une connexion relationnelle profonde, sans la peur de la perte de soi. Vous n'avez plus besoin de prouver votre différence. Vous l'incarnez simplement. À ce stade, vous devenez un phare pour les autres, normalisant la profondeur et l'intégrité par votre présence même, montrant aux autres plongeurs sous-marins qu'eux aussi peuvent s'épanouir. Il y a 3 pièges courants. Le premier est la supériorité, ou inflation psychologique. C'est le piège de confondre votre différence avec le fait d'être meilleur que les autres. Cette attitude crée un ego cassant et défensif, et mène à un isolement profond. Le second est le complexe messianique, une compulsion à éveiller, guérir ou sauver tous ceux que vous rencontrez. C'est un drainage insoutenable de votre énergie qui mène à l'épuisement et au ressentiment, car vous essayez de forcer la croissance chez ceux qui ne sont pas prêts ou disposés. Le troisième est le Saius Marti, la conviction que votre profondeur et votre sensibilité vous destinent à une vie de souffrance. Ce schéma assimile la douleur à la vertu et rejette inconsciemment les opportunités de joie, de facilité et de soutien. L'antidote à ces ombres n'est pas de les exiler, mais de les intégrer par la conscience. Cela exige de l'humilité, la pratique de voir l'étincelle divine en chaque personne, quel que soit son niveau de conscience. Cela exige des limites de bonne taille, apprendre quand donner et quand conserver votre énergie. Et cela exige d'embrasser la joie et la réciprocité comme des expressions légitimes et nécessaires d'une vie profonde. La sagesse n'est pas seulement d'avoir les dons, mais de savoir comment et quand les appliquer. Ce sont des individus qui sont attirés par votre énergie, votre clarté et votre profondeur parce qu'ils en manquent en eux-mêmes. Ils peuvent être des gens merveilleux, mais s'ils sont sous-développés, ils essaieront inconsciemment de faire de vous leur source, créant une dynamique de dépendance. Deuxièmement, les dents étouffeurs de lumière. Ces individus sont menacés par votre intensité et votre perspicacité, parce qu'elles illuminent ce qu'ils ont choisi de ne pas voir en eux-mêmes. Ils exigeront subtilement ou ouvertement que vous vous rétrécissiez, que vous soyez moins intense, moins perceptif, moins vous, afin de les mettre à l'aise.
Le troisième groupe, et le plus vital, sont les appariements de lumière. Ce sont vos véritables pairs, des individus qui peuvent vous rencontrer à votre profondeur, qui célèbrent votre intensité et qui s'engagent avec vous à partir d'un lieu de respect mutuel et de croissance partagée. Votre tâche relationnelle principale est de développer la discrimination psychologique, la capacité de reconnaître qui peut interagir avec vous de manière authentique par rapport à qui cherche à extraire votre énergie ou à contrôler votre expression. Cela signifie filtrer pour la réciprocité, la capacité d'autonomie et un engagement sincère envers la croissance. Cela nécessite de s'en sortir gracieusement des dynamiques qui exigent un rétrécissement de soi et d'investir activement votre temps et votre énergie dans la construction de communautés qui amplifient l'intégrité. Vos dons rares ne peuvent en trouver leur juste échelle et expression que dans l'écosystème apparié Co. Ils sont au service de l'évolution collective de l'humanité, agissant comme un pont entre l'inconscient et le conscient, la surface et les profondeurs. Ce rôle vous oblige à maintenir deux postures simultanément, la puissance et l'humilité. Vous devez avoir le courage d'assumer votre puissance et d'utiliser vos dons sans vous excuser. Et vous devez avoir l'humilité de vous souvenir que vous faites partie d'un tout plus vaste, que personne n'est au-dessus de personne d'autre. Vous jouez simplement un rôle différent. Cette intendance exige des disciplines pratiques et durables. Cela signifie établir des limites non pas comme des murs, mais comme des garde-fous qui vous permettent de donner vos dons sans vous épuiser. Cela signifie prioriser les rythmes de récupération et d'intégration, sachant qu'une production élevée nécessite un repos de haute qualité. Et cela signifie calibrer votre portée, en concentrant votre énergie là où elle peut avoir le plus d'impact, plutôt que de la disperser dans toutes les directions. Votre vie devient une pratique consciente de gestion de votre bouton de gain énergétique. Savoir quand augmenter l'entrée de l'apprentissage et de la solitude, et quand augmenter la sortie de la création et du service. Attendez-vous à être mal interprété par le grand nombre. Cherchez seulement à être vraiment vu par les quelques-uns qui sont un appariement yo. Votre travail n'est pas de convaincre le monde de votre valeur, mais d'incarner votre profondeur avec une telle intégrité que votre vie même devient l'argument. Chaque fois que vous choisissez le chemin du sens plutôt que du confort, chaque fois que vous posez une question sacrée, chaque fois que vous maintenez une limite qui honore votre vérité, vous élargissez le modèle de ce qui est possible pour la conscience humaine. Rappelez-vous les 8 signes. Comprenez votre place sur l'arc de développement. Restez vigilant contre les ombres et choisissez vos relations avec un profond discernement. Le grand privilège d'une vie humaine, comme l'a noté Jung, est de devenir qui vous êtes vraiment. C'est un chemin à la fois de terreur et de grâce. Votre différence n'est pas un accident. C'est précisément ce qui est nécessaire pour perturber les normes engourdies du monde. Traitez cette rareté à la fois comme votre don le plus précieux et votre responsabilité la plus profonde. Allez de l'avant et vivez-la.